Goodluck Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria, entame ce 1er mars une visite d'État de 2 jours en Côte d'Ivoire. Le président nigérian a été accueilli par son homologue ivoirien sur l'avenue principale de Yamoussoukro. Une visite de travail pour renforcer les relations entre Abidjan et Lagos. Ils sont à Abidjan depuis une semaine maintenant. Les administrateurs de la Banque africaine de développement notent des avancées après avoir visité l'immeuble à CCIA en réhabilitation pour abriter les locaux du conseil d'administration de l'institution, la cité BAD et plusieurs autres sites. Et puis les autorités tchadiennes ont rendu aujourd'hui un hommage solennel aux 25 soldats tchadiens morts après des combats au Mali. Ils ont été décorés à titre posthume par le président Idriss Déby Itno au cours d'une journée de deuil national. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. Au lendemain de la clôture du 42e sommet ordinaire de la CEDEAO, auquel il a pris part, Goodluck Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria, a entamé ce 1er mars une visite de 2 jours en Côte d'Ivoire. Première étape, Yamoussoukro, on y reviendra. Après la capitale politique, le président nigérian Goodluck Jonathan est arrivé il y a quelques heures ici à Abidjan pour la deuxième partie de sa visite d'État. Prochainement, le point de Viviane Aïmé. Revenons à la première étape de cette visite à Yamoussoukro. Le président nigérien a été accueilli par son homologue ivoirien sur l'avenue principale de Yamoussoukro. Des honneurs militaires lui ont été rendus avec en prime 21 coups de canon. Le chef de l'État nigérian s'est également rendu dans le caveau de feu Félix Houphouët-Boigny pour quelques minutes de recueillement. Il s'est aussi rendu à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Goodluck Jonathan a signé le livre d'or de la basilique sous le regard du curé, nous dit Jérôme Kofi Abolin. Jeudi 1er mars 2013, nous sommes à Yamoussoukro. Il est environ 10h30 quand commence la visite d'État du président nigérien Goodluck Jonathan en Côte d'Ivoire. Yamoussoukro, première étape de cette visite sur l'axe principal de la capitale politique ivoirienne. D'abord, les honneurs militaires avec l'exécution des hymnes nationaux nigériens et ivoiriens. Le tout ponctué de 21 coups de canon. Après l'accueil, à travers notamment la cérémonie militaire, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à bord de son command-car et son illustre hôte à ses côtés vont ensuite passer en revue la foule dressée de chaque côté de la rue en direction de la résidence présidentielle. Une foule composée des populations de Yamoussoukro et des villages environnants qui exultent tout en acclamant les deux présidents pour la traditionnelle bienvenue au chef de l'État du Nigeria pendant environ 30 minutes. 30 minutes, le temps du parcours du cortège jusqu'à la résidence présidentielle, puis poignée de main entre les deux personnalités. Une façon pour le président Alassane Ouattara de dire à son homologue nigérien « Vous voilà enfin chez vous » pour marquer ainsi la fin de la première partie de cette étape de Yamoussoukro, juste avant le tête-à-tête entre les deux chefs d'État dans une des salles de la résidence. Cela après que le président nigérien Goodluck Jonathan, accompagné du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, a décidé de saluer la mémoire du père fondateur de la Côte d'Ivoire indépendante, feu le président Félix Houphouët-Boigny, en déposant une gerbe de fleurs sur sa tombe, non sans signer le livre d'or du caveau familial. Deuxième partie de l'étape, la mairie de Yamoussoukro. Il s'agit pour le président nigérien Goodluck Jonathan de s'y rendre pour prendre possession des clés de cette ville qui est désormais sienne. Après la mairie de Yamoussoukro, cap sur la basilique Notre-Dame de la Paix, un des édifices religieux qui, depuis la capitale politique de la Côte d'Ivoire, fait la fierté des Ivoiriens à travers le premier président de la République de Côte d'Ivoire, feu Félix Houphouët-Boigny, son bâtisseur, homme de foi pour qui cette église, au-delà de son aspect spirituel, reste un symbole de paix. À la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, c'est la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui accueille avec le recteur de la basilique, Stanislao Skouza, le président Goodluck Jonathan et son épouse. Après une messe spéciale en leur honneur,
Le couple présidentiel nigérian va effectuer une visite guidée de la basilique dans tous ses compartiments. Une occasion pour le président du Nigeria, Goodluck Jonathan, d'inscrire dans le livre d'or de la basilique Notre-Dame de la Paix un message sans nul doute pour demander la bénédiction du Seigneur à la fin de la première étape de sa visite à Yamoussoukro avant de prendre la direction d'Abidjan, deuxième et dernière étape de cette visite. Autre fait majeur, vous l'avez vu tout à l'heure, ce premier jour de visite du président nigérien en Côte d'Ivoire, Goodluck Jonathan a reçu les clés de la ville de Yamoussoukro, ville natale du père de la Côte d'Ivoire moderne et capitale politique du pays, acte que le président du Nigeria a interprété comme le symbole de l'amitié ivoiro-nigériane, nous dit Laurent Banga. Tout a été mis en œuvre pour donner un cachet spécial à cette cérémonie de remise de clés. En dépit de la canicule, les populations de Yamoussoukro et une forte colonie nigériane ont traduit leur reconnaissance au président nigérien et ivoirien pour leur contribution au raffermissement des liens de coopération entre leurs deux pays. Cette remise de clés est donc le symbole achevé de l'amitié et de la considération que la ville de Yamoussoukro accorde au président nigérien Goodluck Jonathan. Pour sacrifier la tradition, je vous dis Akwaba. Non, Mvleo. Cette expression en langue locale traduit la joie et la ferveur avec lesquelles l'hôte des marques est accueilli. C'est ce qui vous exprimait tout à l'heure, le tam-tam parleur à l'entrée, et également les clochettes qui tintent aux chevilles des fillettes sélectionnées pour la circonstance. Cette joie et cette ferveur me fondent à vous remettre les clés de la ville de Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Avec la remise de cette clé, le maire veut dire à son hôte qu'il est libre de tout mouvement sur le territoire de Yamoussoukro, situé au centre de la Côte d'Ivoire et à 240 km d'Abidjan. Le président nigérien a dit toute sa gratitude au maire de Yamoussoukro pour lui avoir donné les clés de sa grande et belle cité. Vous venez de me remettre les clés de la ville, c'est un grand symbole. Cela prouve que nous sommes admis dans cette belle ville, aussi bien de jour comme de nuit. C'est un privilège pour nous. Vous me reconnaissez. Cela veut dire que je suis très honoré. Et je remercie le maire de m'ouvrir les portes de cette ville. Des échanges de cadeaux, la signature du livre d'or de la mairie par le président nigérien, ainsi que l'octroi de bourse d'études à 50 étudiants nigérians par l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro ont mis fin à cette cérémonie. Je vous le disais en début de journal, après la capitale politique, le président nigérian Goodluck Jonathan est arrivé il y a quelques heures ici à Abidjan pour la deuxième partie de sa visite d'État. Il a été accueilli à l'aéroport par son homologue ivoirien. Les précisions de Viviane Haïm. C'est à 17h que le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré de Yamoussoukro à bord de l'avion présidentiel en compagnie de son épouse pour recevoir son hôte, le président nigérien Goodluck Ebele Jonathan, qui va poursuivre ici à Abidjan sa visite d'État démarrée à Yamoussoukro. L'avion présidentiel nigérien a atterri une demi-heure plus tard. Le président Goodluck Jonathan et son épouse Patience Jonathan ont reçu l'accueil chaleureux du président Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara. De nombreux officiels ivoiriens et nigérians étaient présents à l'accueil. C'est la toute première fois qu'un président de la République du Nigeria effectue une visite d'État en Côte d'Ivoire. C'est dire toute l'importance que revêt aujourd'hui, sous l'impulsion du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, et du chef de l'État nigérian, Goodluck Ebele Jonathan, l'axe Abidjan-Lagos. Les visites de travail successives du président de la République Alassane Ouattara à Abuja, depuis qu'il est au pouvoir, sont là pour attester également du raffermissement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Les deux pays phares de la région ouest-africaine. Malgré leurs différences linguistiques, l'un est francophone, l'autre anglophone, les deux pays partagent aujourd'hui la même ambition qui est celle de devenir des pays émergents. On se souvient aussi de la part prise par le Nigeria, par l'entremise de son chef d'État d'alors, le général Olusegun Obasanjo, dans le règlement de la crise ivoirienne née de la partition du pays après le 22 septembre 2002. Et également du soutien apporté par le président Goodluck Jonathan au président Alassane Ouattara au cours de la crise post-électorale.
La Côte d'Ivoire compte sur son sol une forte communauté de ressortissants nigérians, Yoruba, Ibo, qui vivent en parfaite harmonie avec les populations ivoiriennes. Le président nigérian a reçu l'accueil populaire de ses compatriotes qui ont fait le déplacement dans la cour du pavillon présidentiel de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Le président nigérian aura demain une rencontre avec ses compatriotes. Il rencontrera également les hommes d'affaires ivoiriens et nigérians et il fera une adresse aux parlementaires à l'Assemblée nationale. Voilà, vous venez de l'entendre. Sachez que le président nigérian Goodluck Jonathan sera devant le Parlement ivoirien demain samedi 2 mars. Autre sujet, la prise de fonction officielle il y a quelques jours du nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud. Il avait été nommé en août dernier par le président Alassane Ouattara. Son Excellence M. Amos Kofi Djadan a présenté ses lettres de créance au président Jacob Zuma. Le point avec Benson Piraka. Amos Kofi Djadan, c'est officiel, est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République d'Afrique du Sud avec résidence à Pretoria. Son nom sera désormais précédé des 3 lettres SEM, son Excellence Monsieur. C'est déjà ce que stipulait le décret du 8 août 2012 signé par le président Alassane Ouattara et le nommant à la tête de cette représentation diplomatique. Mais c'est la remise au président Jacob Zuma des lettres de créance qui officialise sa nomination et son accréditation en Afrique du Sud. C'est une clé qui permet au chef de mission d'œuvrer en toute sérénité, en toute liberté, en toute confiance. Avec la bénédiction du pays hôte, le président Alassane Ouattara veut marcher dans les sillons tracés par le président Félix Houphouët-Boigny, dont l'action primordiale a été remarquable dans les annales de ce grand pays. Et le président Alassane Ouattara veut pérenniser cette action, veut maintenir les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Son Excellence M. Amos Kofi Djadan est né en 1948 à Abiaté, dans le pays ébrié. Après des études supérieures à l'université d'Abidjan, il intègre la filière diplomatie du prestigieux Institut d'administration publique de Paris et en sort diplômé. Son Excellence M. Amos Kofi Djadan a occupé entre autres le poste de premier conseiller à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Suisse. Était il y a peu directeur du département Europe au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Il est bon de savoir que les lettres de créance sont un document officiel que le chef de l'État signe et confie à un ambassadeur qui vient de nommer afin que celui-ci le remette au chef de l'État hôte. Avant la cérémonie de présentation des lettres de créance, l'ambassadeur nommé prend ses fonctions au sein de son ambassade, mais ne peut pas demander d'audience ni au chef de l'État hôte, ni au président d'institution du pays où il est accrédité. Il n'a pas non plus le droit de donner d'interview ès-qualité, même si pour cette dernière exigence, l'usage fait preuve de souplesse. Dans le même registre, toujours en bref, sachez que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France a présenté ses lettres de créance au président français François Hollande. Hier, c'était le dernier jour des audiences de confirmation des charges contre l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Au cours de cette dernière séance d'audience, les avocats de l'ex-président ont nié le meurtre des femmes d'Abobo, affirmant que c'était du sang de mouton. Adama Koné revient sur ces faits. Au moment où s'achève l'audience de confirmation des charges contre l'ancien président, une préoccupation revient à l'esprit de tout observateur critique de la vie politique ivoirienne. Il s'agit tout simplement de savoir si la Côte d'Ivoire a connu une période post-électorale trouble, voire sanglante, objet de la récente audience. Si la réponse à cette interrogation est affirmative, alors quels sont les faits? Pour cette autre question, il faut pouvoir donner des repères clairs et nets. En la matière, l'histoire est encore fraîche. Les images saisissantes, telles la répression sanglante de la marche des femmes de la commune d'Abobo le 3 mars 2011. Dans le feu de l'action, les auteurs avaient avancé la thèse du complot du Bissap, allusion faite au sang de la pauvre jeune fille abattue. Entre 2011 et 2013, entre Abidjan et La Haye, les avocats de la défense ont trouvé un autre qualificatif:
Pour le même fait, il parle aujourd'hui de sang de mouton. La pauvre victime serait-elle le mouton des sacrifices? L'histoire est un témoignage et doit reposer sur la vérité. Que dire alors de l'attaque de la station de la radiodiffusion télévision ivoirienne, autre fait ayant alimenté la vie post-électorale ivoirienne? Dernier élément, entre autres, à rappeler à la mémoire collective, l'article 125, c'est-à-dire 100 francs de pétrole et 25 francs de boîte d'allumettes. Pas pour faire la cuisine, mais tout simplement pour exécuter sommairement les personnes présumées ne pas appartenir à la mouvance présidentielle d'alors. Une pratique importée de la guerre du Libéria dans les années 90. Là aussi, l'œil a vu, à Yopougon, des individus se débattre en vain pour sortir des flammes. Ce sont autant de faits que l'histoire ivoirienne ne saurait oublier. Pendant 10 jours, loin de la scène de ces atrocités, défense et accusation se sont affrontés. Le verdict, pour que jugement soit fait, est attendu au plus tôt dans le mois de mai. Les victimes décédées peuvent-elles retenir leur souffle? Pas du tout, elles n'en ont plus. Elles ont été soufflées par la vague de violence. Seuls, leurs parents attendent au moins que justice soit rendue. Voilà, c'était un récit signé Adama Koné. Ils sont à Abidjan depuis une semaine maintenant. Les administrateurs de la Banque africaine de développement BAD notent des avancées après avoir visité l'immeuble CCIA en réhabilitation pour abriter les locaux du conseil d'administration de l'institution, la cité BAD et plusieurs autres sites. Ils l'ont signifié au cours d'une rencontre ce vendredi avec le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, et le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Les explications de Francis Boifo. Le premier contingent du personnel de la Banque africaine de développement BAD sera-t-il en Côte d'Ivoire fin septembre 2013, comme le prévoit la feuille de route du Conseil consultatif des gouverneurs? Des administrateurs de l'institution financière sont optimistes après une mission d'évaluation des travaux de réhabilitation des infrastructures d'accueil. Il s'agit de l'immeuble CCIA au Plateau, de la cité BAD, du collège Jean Mermoz et du lycée américain à Cocody. La délégation a également passé en revue le chantier du 3e pont Henri Konan Bédié, le carrefour de l'Indénié et la centrale thermique d'Azito. L'impression qu'on a, c'est la détermination. On sait qu'il y a beaucoup de défis, mais quand même, il y a un optimisme et une détermination ainsi qu'on sent très bien. À côté des autorités, comme aussi dans la société civile et le secteur privé. Faisant allusion au projet non encore exécuté, dans le cadre du retour de la BAD à Abidjan, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, s'est voulu rassurant. Je peux vous annoncer que le cinquantenaire de la banque en novembre 2014 aura lieu certainement à Abidjan avec la banque qui sera définitivement de retour. Nous avons discuté notamment de la stratégie à long terme de la banque. Je suis heureux de constater que le Conseil est prêt à aligner donc ces stratégies sur le plan national de développement, donc sur les priorités du gouvernement. L'achèvement des travaux de réhabilitation de l'immeuble CCIA et la cité BAD, la rénovation du collège Jean Mermoz et du lycée américain avant septembre 2013 sont entre autres défis à relever pour le retour de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire. Le directeur général des impôts rappelle aux entrepreneurs de transport public, aux marchands forains utilisant des véhicules automobiles et aux exploitants de corbillards ou fourgons mortuaires que la date limite pour le paiement de la première moitié de leur patente, initialement fixée au 1er mars 2013, est exceptionnellement reportée au 15 mars 2013, délai de rigueur. Par conséquent, il les invite à se rendre dans leur centre des impôts de rattachement pour s'acquitter du paiement de leur patente. C'est signé Pascal Kwaku-Abina. Autre sujet, les conventions du CNRA, le Centre national de recherche agricole dans la cacaoculture, vont être certifiées et multipliées. La Convention mondiale du cacao a décidé de financer ces opérations. Une convention a été signée donc aujourd'hui entre les responsables du CNRA et la Fondation mondiale du cacao. Durée de la convention, 3 ans. Les précisions de Noël Niagno. Petit Bandoukou, c'est à Soubré, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. De vieux plants greffés, certains portent des noms d'illustres personnalités. À terme, il s'agit d'améliorer la productivité de ce verger. Le cacao Mercedes, 18 mois pour entrer en production. Ce matériel végétal performant est le fruit des recherches du CNRA, Centre national de recherche agronomique. La Fondation mondiale du cacao se préoccupe de la certification de ce matériel végétal. Il y a eu des mélanges au niveau de plusieurs champs semenciers dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, parce que le croisement n'était pas
contrôlé, n'était pas manuel. Donc maintenant, on va aller avec les analyses techniques, scientifiques pour nous assurer que c'est le matériel exactement ce qu'on doit utiliser. C'est l'un des fondements de la convention de partenariat CNRA, Fondation mondiale du cacao. Il est prévu le financement d'extension du champ sémencier de 50 hectares en vue d'augmenter la production de cabos à hauteur de 50% et 10 hectares de parc à bois pour amplifier le greffage de vieux vergers. Dernier composant de cette convention, le renforcement des capacités des producteurs pour une meilleure exploitation de ce matériel végétal. Durée de la convention, 3 ans pour un coût d'environ 10 millions de francs CFA. Le CNRA salue cette marque de confiance dans son expertise et attend s'équiper en conséquence en hommes et en moyens de recherche. Un prélude à la Semaine africaine de la femme agriculteur, l'ONG Promotion et Santé de la femme PROSAF a initié une exposition vente de produits agricoles. Il s'agit de faire la promotion des produits des femmes du monde agricole issus de différentes coopératives. La Semaine africaine s'est ouverte le 28 février et prend fin demain à Cocody. Patricia Omouetia. La Semaine africaine de la femme agriculteur est l'occasion pour échanger et présenter certains aspects des traditions et de la créativité ivoirienne. L'huile de palme, c'est notre activité de tous les jours. Le premier choix, c'est le surnageant. Le deuxième choix, c'est ce qu'on fait là, le quoi avec ça. Le troisième choix, c'est ça qui donne Kabakou, le savon artisanal. Les jeunes filles, elles n'ont qu'à rentrer en brousse, emboîter les pas de leur maman. Vous avez aussi le beurre de karité original. Voilà, le beurre de karité original. Voilà, fait à la main. Vous avez la pâte d'arachide aussi, ça a été fait à la main. À Bouna, pas à Abidjan. Vous avez de même la poudre de pistache qui a été faite à la main. Les femmes représentent en moyenne 43% de la main-d'œuvre agricole. La 5e édition de la Semaine africaine de la femme agriculteur est un succès. L'année dernière, est-ce que c'était comme ça ou bien il y a eu amélioration pour que les gens puissent prendre conscience et confiance en elles pour pouvoir dire quand je vois label PROSAF, je ferme les yeux parce que c'est de la qualité. Cette édition 2013 est également la célébration des peuples ivoiriens et africains. La saladière, lorsque nous coupons le tronc, nous les emmenons dans nos ateliers et le bois subit une transformation avec nos artisans et le produit fini se présente ainsi. Initiée en décembre 2007, la Semaine africaine de la femme agriculteur SAFA vise la consolidation de la coopération Sud-Sud à travers une présentation des aspects sociaux, économiques et culturels du continent africain. Un mot de religion qui succédera au pape Benoît XVI à la tête de l'Église catholique avant la fête de Pâques. La liste des candidats est longue et 3 Africains sont parmi les favoris. Avec l'africanisation de l'Église catholique, l'élection d'un pape noir se pose avec évidence. Gabriel Zani revient sur le portrait de chacun des 3 cardinaux africains susceptibles d'être élus au conclave prochain. Regardez. Et si le prochain pape était noir? Je pense que si nous avons un pape africain, ça sera aussi un message fort parce que Jésus, notre Dieu et Sauveur, est le même que nous prions blanc et noir. L'éventualité d'un pape africain est envisageable. L'élection d'un pape noir à la tête de l'église Saint-Pierre du Rhum nourrit dans la confusion ou la surprise de la démission de Benoît XVI n'est pas fortuite pour certains chrétiens catholiques. Un pape noir à la tête du Saint-Siège, ce sera une juste récompense pour le peuple noir que nous sommes parce que nous pratiquons vraiment la religion catholique. D'autres affirment laisser Dieu agir selon sa volonté. Tout ce qui se passe, c'est l'esprit qui dirige l'église. Pendant que les églises européennes se vident, les paroisses africaines sont pleines à craquer. L'Afrique compte aujourd'hui près de 190 millions de catholiques. La République démocratique du Congo a, à elle seule, 36 millions de fidèles et dépasse de loin certains pays européens, notamment la Pologne avec 35 millions et l'Allemagne avec 25 millions de catholiques. En Afrique, 3 cardinaux africains favoris sont cités dans le milieu pouvant être de futurs candidats aux élections papales. Le nom du cardinal ghanéen Peter Kodio Apia Turkson est le plus cité comme le futur pape noir dans la presse. Énergique, jovial et plurilingue, Peter Turkson est à la tête du Conseil pontifical Justice et Paix du Vatican. Sans mal, il a diffusé une vidéo islamophobe lors de l'Assemblée sur l'évangélisation en octobre dernier. Le second cité est le cardinal nigérian Francis Arinze, connu à la fois pour son humour et son franc-parler.
parler. Il avait été déjà envisagé comme successeur de Jean-Paul II en 2005, mais son âge avancé pourrait le disqualifier. Robert Sarah, cardinal guinéen nommé en 2010 par Benoît XVI, président du Conseil pontifical Coronum. Son défaut, il parle peu et est fermé aux autres religions. Toutefois, le verdict appartient à Dieu. C'est Dieu qui choisit. L'Église est universelle. Que le pape soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, ça n'a pas d'importance. La mission qu'on confie à un pape, c'est de diriger l'Église. Et une Église universelle qui n'a pas besoin de clans ni de personnes qui appartiennent aux blancs, aux noirs, aux rouges. Ces dernières années, le catholicisme s'est fortement africanisé. Un pape noir, pourquoi pas? La question a été déjà posée en 1985. Retour en Côte d'Ivoire, 40 000 fidèles, population et autorités d'Abidjan et de l'intérieur du pays réunis autour d'une cérémonie nationale œcuménique pour la paix en Côte d'Ivoire. Les 20 confessions religieuses présentes dans le pays sont concernées par cette prière dont les préparatifs sont en cours. Les leaders religieux entendent s'impliquer activement pour la réussite de ce grand rendez-vous national. Prières, proclamations de bénédiction, louanges et repentance vont constituer les temps forts de cette cérémonie dont les préparatifs, vous le voyez sur ces images, sont en cours. En santé, on parle de la prise en charge de l'hépatite virale, une maladie qui touche environ 10% de la population ivoirienne. Le programme de lutte contre les hépatites virales vient de valider une procédure nationale de prise en charge de la maladie, nous dit Victorine Yaoyobwe. Chérif pensait être atteint du paludisme. Arrivé au CHU de Cocody, les examens ont montré qu'il souffre d'une hépatite virale, une maladie grave dont les complications peuvent conduire à un cancer ou à une cirrhose du foie. Je sentais qu'on appelle la douleur au niveau de mes côtes, mon ventre, au dos, voilà, et puis j'avais souvent un peu la vertige, voilà. Et j'avais pensé au début, quand j'étais encore en ville, que c'était la fièvre typhoïde, le palu et tout ça. Mais j'ai traité indigène, j'ai vu que ça n'allait pas. Comme Chérif, 2,2 millions de personnes, soit 10% de la population ivoirienne, seraient atteintes d'hépatite virale. C'est désormais un problème de santé publique parce qu'en plus du nombre important de malades, la prise en charge médicale n'intervient pas souvent à temps. Les hépatites à la phase aiguë ressemblent étrangement au paludisme, ce qui va faire que le malade va retarder la consultation. C'est justement pour améliorer la prise en charge des hépatites virales que le ministère de la Santé a décidé, en accord avec les autres acteurs, de définir un protocole depuis le diagnostic, la prescription des médicaments jusqu'à la surveillance des malades. Cette nouvelle procédure vise aussi à encourager les généralistes à orienter les patients vers les spécialistes lorsqu'il y a doute sur leur diagnostic. Une cérémonie de remise de dons de matériel informatique a eu lieu hier au siège du RDR, le Rassemblement des Républicains. Le donateur Yassongo Ouattara a remis au président par intérim du parti, Amadou Soumaoro, plusieurs ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et des imprimantes d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Le but est d'aider la structure à œuvrer efficacement pour une gestion efficiente de ces dossiers. On s'intéresse maintenant à l'actualité africaine avec d'abord cette information en bref. Après quelques incertitudes, la mort d'Abou Zeid a été confirmée ce soir par Idriss Déby, le président tchadien. Celui qui était aussi appelé émir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, aurait été abattu par des soldats tchadiens lors d'affrontements dans le nord du Mali. Et puis, je vous propose à présent un voyage aux trousses de l'actualité d'ici et d'ailleurs, au cœur de l'actualité africaine en bref et en images. On reste au Tchad, où les autorités ont rendu aujourd'hui un hommage solennel aux 25 soldats tchadiens morts après les combats au Mali. Ils ont été décorés à titre posthume par le président Idriss Déby Itno au cours d'une journée de deuil national. Reportage. Sur l'aéroport de N'Djamena, les 25 cercueils des soldats tués lors des opérations au Nord Mali sont portés par leurs camarades. Devant les officiels, le président Idriss Déby Itno les a décorés à titre posthume, rappelant leur sacrifice. En cette journée de deuil national, il a également appelé les forces ouest-africaines à accélérer leur déploiement et venir renforcer la coalition composée des troupes maliennes, tchadiennes et françaises qui pourchassent les groupes islamistes. Tierno Ousmane Sy, conseiller de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade, a passé mercredi sa première nuit en prison. Il a été inculpé et écroué pour détournement de deniers publics
lors de la vente en 2007 d'une licence de téléphonie mobile au groupe soudanais Soudatel. Le montant du détournement avoisinerait les 24 millions de dollars. Cette affaire survient alors que la justice sénégalaise mène des enquêtes visant plusieurs dignitaires de l'ancien régime, dont le fils de l'ancien président, à qui la justice a interdit de quitter le pays. Déguisés en frères musulmans ou en Mickey, quelques dizaines d'Égyptiens se sont rassemblés jeudi devant le quartier général des frères musulmans au Caire pour une interprétation du buzz planétaire Harlem Shake. Les danseurs scandaient « Abba le guide » en référence au chef suprême des frères musulmans qui, pour eux, est le vrai patron du pays. Sous ces airs festifs et ces masques de carnaval, ils ont promis de poursuivre la révolution. Pour terminer, le rappel de l'information principale, Goodluck Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria, a entamé ce 1er mars une visite d'État de 2 jours en Côte d'Ivoire. Après la capitale politique Yamoussoukro, le président nigérian, Goodluck Jonathan, est arrivé il y a quelques heures ici à Abidjan pour la deuxième partie de sa visite d'État. Vous avez vu les images dans cette édition. Et je rappelle que demain, il sera devant le Parlement ivoirien. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.